Cette dernière séance de ces assises 2009 est consacrée, comme l'a rappelé Anne-Marie, à la question des orientations sexuelles et plus précisément à celle des discriminations que peuvent subir les femmes et les hommes du fait d'une sexualité homo, bisexuelle ou transsexuelle. Alors cette thématique est certes transversale à l'ensemble des sessions que l'IEC a organisées pour ses assises sur l'égalité des sexes et des sexualités, mais le comité d'organisation a souhaité consacrer une séance à cette thématique parce qu'il nous semble qu'elle soulève des questions spécifiques tant sur le plan théorique qu'à celui des enjeux sociaux et politiques. Alors notre perspective aujourd'hui n'est pas de dresser un catalogue aussi exhaustif soit-il des discriminations que rencontrent les personnes qui ont une sexualité homo, bi, trans et de leurs conséquences, mais bien de s'interroger dans une perspective dynamique sur les évolutions en matière d'attitude, de représentation sociale, de pratique, évolutions survenues au cours de ces dernières décennies, mais s'interroger également sur les résistances afin d'en comprendre le sens et par là même d'identifier les leviers possibles de changement social. Alors, dans la lignée des mouvements sociaux des années 70, en partie parallèlement et en partie conjointement avec le féminisme, un mouvement lesbien et un mouvement gay, ainsi qu'ultérieurement des groupes mixtes, ont initié une politisation de la sexualité dans un objectif de reconnaissance de la liberté d'orientation sexuelle et de lutte contre les discriminations s'exerçant à leur encontre. Alors l'histoire de ces mouvements est riche et complexe et il ne saurait être question de la développer ici. Toujours est-il qu'à partir du début des années 80, à peu près au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir, le contexte social et juridique s'est de fait sensiblement modifié, renouvelant le cadre et les enjeux des sexualités homo, bi et trans. Alors les travaux de Michael Pollack, Marie-Ange Schiltz, Annie Welter, Jean-Yves Le Tallec, Jérôme Couduriès et bien d'autres encore ont analysé finement les transformations survenues dans les modes de vie des gays. Leurs trajectoires affectives et sexuelles sont aujourd'hui empreintes d'une aspiration plus marquée à une vie de couple et les nouvelles dispositions juridiques autorisées par la mise en place du PACS ont permis à nombre de femmes et d'hommes vivant avec une personne du même sexe d'officialiser leur union. On peut se référer en particulier aux travaux de Wilfried Roth. Plus récemment, les débats autour de l'homoparentalité et de la transsexualité ont contribué sensiblement à changer le regard porté sur d'autres formes de sexualité et d'autres modes de vie, même si la thématique de la transsexualité est loin d'avoir acquis la même visibilité sociale que celle de l'homosexualité masculine, l'homosexualité féminine restant largement sous-représentée. En revanche, l'accès au mariage et à l'adoption reste encore discriminant, montrant les limites de cette ouverture. En effet, les enquêtes attestent bien d'un accroissement sensible de ce que l'on peut appeler la tolérance sociale à l'égard de l'homosexualité. Selon l'enquête Contexte de la sexualité en France de 2006, l'idée qu'il s'agisse d'une sexualité comme une autre est aujourd'hui majoritaire dans les jeunes générations, tandis que les personnes la considérant comme une sexualité contre nature sont minoritaires. Toutefois, cette représentation minoritaire est encore partagée par plus de 20% des jeunes hommes de 18 à 24 ans, les jeunes femmes n'étant que 10% à manifester une telle opinion. Alors cette évolution apparaît également à travers les déclarations des homosexuels dans les enquêtes presse gay qui reconnaissent beaucoup plus souvent que leurs aînés que leurs proches acceptent leur situation. Mais toutefois, dès lors que l'on aborde les enjeux familiaux, le mariage ou la filiation, les résistances se manifestent beaucoup plus ouvertement dans un contexte où l'homophobie traditionnelle est pourtant en net recul. Alors, quel impact ont eu ces évolutions sur les expériences concrètes et les modes de vie des personnes homosexuelles? Les domaines de discrimination sont-ils les mêmes aujourd'hui qu'hier? Quelles sphères résistent et pourquoi? D'autres sont-elles apparues? C'est une des questions que nous proposons de traiter aujourd'hui dans les 2 tables rondes qui vont suivre. Un autre enjeu nous paraît particulièrement important et eu égard notamment au thème de ces assises. C'est celui de la moindre visibilité sociale des sexualités lesbiennes. Alors cette situation ne résulte pas uniquement, nous semble-t-il, du contexte sanitaire particulier engendré par l'épidémie d'infection à VIH qui a permis la constitution d'un corpus scientifique conséquent sur les sexualités gays. Il convient non seulement de rappeler que, s'il est vrai que le risque de transmission femme-femme du VIH est extrêmement faible, les femmes qui ont des rapports sexuels avec d'autres femmes restent pour autant soumises au risque d'infection à VIH, ne serait-ce que parce qu'elles ont, comme le montrent les enquêtes, de très nombreux rapports sexuels avec des hommes. Elles sont également concernées par d'autres infections sexuellement transmissibles et par les problèmes gynécologiques qui touchent toutes les femmes.
Pourtant, non seulement elles sont les oubliées des campagnes de prévention, mais en outre, de nombreuses études à l'étranger et des résultats en cours de publication de l'enquête CSF attestent du fait qu'elles ont un moindre suivi gynécologique et un recours beaucoup plus occasionnel aux frottis vaginaux en particulier. Alors ces inégalités d'accès au système de soins renvoient à des attitudes, qu'elles soient anticipées ou manifestes, des professionnels de santé, des attitudes de rejet que certains membres du corps médical ont vis-à-vis de la sexualité de ces femmes. Mais cette moindre visibilité sociale de l'homosexualité féminine ne renvoie-t-elle pas avant tout, comme le soulignait récemment Natacha Chetkouti, à un élément structurant de la contrainte hétérosexuelle, elle-même insérée, ainsi que le souligne Anne Révillard, dans le mode de fonctionnement de la domination masculine, où la jouissance indépendante du principe masculin est socialement impensable. C'est aussi là un des axes d'interrogation que nous souhaitons soumettre au débat avec les deux tables rondes. Enfin, il nous semble important, lors de ces tables rondes, de pouvoir revenir sur le clivage traditionnellement construit entre homosexualité et hétérosexualité. Certaines personnes ont des rapports sexuels avec des personnes du même sexe, sans se définir pour autant homo, lesbienne ou gay. D'autres sont attirés par des personnes du même sexe, voire se définissent homosexuels, sans avoir de partenaire du même sexe. D'autres encore se revendiquent bisexuels. Les configurations, vous le voyez, sont évidemment multiples. Alors il s'agira moins ici de traiter finement de la question de la bisexualité, comme le font un certain nombre de travaux internationaux, et ceux en France de Catherine Deschamps notamment, que de souligner le nécessaire abandon d'une catégorisation binaire afin d'être capable de mieux appréhender une réalité complexe et riche et d'interroger plus finement les processus d'injonction normative et de discrimination qui sont à l'œuvre dans les enjeux d'autonomisation et dans les pratiques concrètes. Comment, par exemple, interpréter le fait que parmi les personnes qui déclarent avoir des rapports sexuels avec des personnes du même sexe, les femmes déclarent beaucoup plus souvent des pratiques bisexuelles que les hommes? Que les femmes homosexuelles, mais pas les bisexuelles, ont de plus grandes difficultés d'accès au système de soins pour leur suivi gynécologique. Ces questions, on le voit bien, renvoient à celles évoquées précédemment de l'impensé social qui caractérise les sexualités des femmes qui ne sont pas hétérosexuelles. Alors, la première table ronde de cet après-midi va s'interroger sur les différents types de discrimination et surtout sur les évolutions récentes et les obstacles actuels à penser l'égalité dans la sexualité. Quant à la deuxième table ronde, elle examinera les conséquences de ces discriminations sur les modes de vie, sur le bien-être psychique et la sexualité des personnes qui vivent, que ce soit de manière temporaire ou de manière plus durable, une sexualité homo, bi ou trans, et s'interrogera également sur les moyens actuellement mis en œuvre pour les contrer et ceux qui pourraient être envisagés. Alors je vais laisser maintenant la parole à Stéphanie Arc, qui est philosophe et journaliste et qui va animer la première table ronde, et puis après à Jean-Louis Rougeron, qui est responsable de la commission LGBT d'Amnesty International. Donc je vais leur laisser le soin de présenter les intervenantes et les intervenants qui ont accepté de venir répondre aux 3 questions que nous leur avons concoctées pour chacune de ces tables rondes. Et j'en profite pour les remercier chaleureusement de s'être prêtés à cet exercice. La séance d'aujourd'hui sera conclue par Brigitte Laumont, qui est sociologue au CNRS et qui travaille depuis de nombreuses années sur les constructions sociales de la sexualité, sur l'orientation sexuelle et les questions de violence et de santé. Alors, Brigitte Laumont a notamment co-dirigé l'enquête sur la sexualité des jeunes en 1995 avec Hugues Lagrange et participé plus récemment à l'enquête en VEF de 2000. Et elle a publié de très nombreux articles sur ces questions, donc elle nous a semblé la personne idéale pour conclure cette dernière session des assises. En 2006, l'IEC est le premier institut français consacré à la diffusion et à la valorisation des recherches sur le sexe, les femmes et le genre. Une de ses missions est de donner des moyens accrus aux élus, comme aux actrices et acteurs de la société dite civile, pour lutter contre les discriminations et les inégalités entre les sexes. Aujourd'hui, nous nous attacherons plus spécialement aux discriminations et aux inégalités attachées aux orientations sexuelles et aux identités de genre. Ces inégalités et discriminations sont faites aux personnes ne pratiquant pas l'hétérosexualité normative. Cette sexualité, cette identité politiquement correcte et au pouvoir a tous les droits et les refuse aux autres sexualités et aux autres genres. Revendiquer l'égalité femmes-hommes, c'est également revendiquer l'égalité LGBT,
puis je dirais même H pour hétéro. C'est un combat politique ainsi qu'idéologique. Il fait intégralement partie des combats féministes. Il fait intégralement partie des missions de l'IEC qui, je le rappelle, est de fédérer des savoirs et des actions afin de donner des moyens pour lutter contre les inégalités et défendre la parité entre femmes et hommes. Les Assises 2008 traitaient des résistances à l'égalité femmes-hommes. Les Assises 2009 portent sur les résistances à l'égalité des sexes et des sexualités. Dans un échange croisé universitaire et praticien, et dans un dialogue avec le public, ces assises feront surgir questionnements et propositions. Ce travail de mise en doute, traquant les préjugés et dénonçant les iniquités, permettra l'émergence et la construction d'une pensée critique et d'un savoir féministe. Ces assises visent à identifier les domaines dans lesquels se manifestent les inégalités et les discriminations en matière de sexualité et d'identité de genre. Elles veulent engager un débat, poser des voies de changement. Elles veulent également penser les formes que pourraient prendre les actions et les mobilisations pour engager l'égalité entre les orientations sexuelles et les identités de genre. Pour faire reculer les résistances, pour interpeller le personnel politique, des journées d'études comme celle d'aujourd'hui sont nécessaires. Elles contribuent à établir et à faciliter les échanges entre les travaux des chercheuses et des chercheurs de différentes disciplines et les actions et les expériences de celles et ceux qui agissent directement sur le terrain social, politique, économique et culturel. La connaissance de la réalité du terrain, ses observations concrètes et ses analyses de pratique enrichissent les recherches universitaires. Cette dualité permettra une politisation aussi bien des différentes expériences personnelles de terrain que des différentes recherches universitaires, car il ne fait aucun doute que la sexualité doit être comprise comme un système politique que l'on pourrait appeler hétérosexualité reproductive. Ce système définit le féminin et le masculin par polarisation sexuelle, assignant à l'une la reproduction et à l'autre la production. De plus, au cours de ces assises, cette rencontre est enrichie par le débat qui s'ouvre avec le public. Et depuis 3 semaines, nous avons assisté à des échanges de pensées féministes, à des propositions engagées et des positionnements politiques. En permettant d'articuler de façon structurelle les recherches scientifiques et les actions, en association avec les interrogations et ou les propositions du public, ces assises participent à la lutte contre l'invisibilité, qui est l'outil indispensable à toute discrimination. En effet, ces inégalités se reproduisent par des effets d'invisibilisation et de naturalisation. Elles perdurent à cause des préjugés et de l'ignorance. La mission des assises de l'IEC, qui est de fédérer les savoirs et les actions, est donc bien un moyen de lutter contre les inégalités. Cette synergie vise à faire céder les verrous et les résistances, à ébranler les structures de notre société porteuses de graves inégalités. Elle permet de lutter contre les idées reçues et de dénoncer un faux universalisme en transmettant pistes et outils pour faire surgir questionnements et propositions. La première séance des Assises 2009 a étudié les droits sexuels et reproductifs. Sont-ils garantis et accessibles à toutes les femmes? La seconde séance traitait de l'analyse et de la prise en charge des violences sexuelles que subissent plus spécifiquement les jeunes. La semaine dernière, au cours d'une étude des représentations culturelles et artistiques des sexualités, la question était de savoir comment agir pour donner une image plus équilibrée des rapports entre femmes et hommes.